À 09h47, des opérateurs sur un site de lancement en Ukraine préparent une frappe. La cible est la raffinerie de pétrole de Kirishi à 1000 km de là dans la région russe de Leningrad. Cette seule installation raffine 6% du pétrole russe. Dans 3 heures, sa production tombera à zéro. À 02h heure précise, l'opérateur principal déclenche la séquence de lancement. Il se trouve à l'intérieur de son véhicule en mouvement. Le premier drone FP1 accélère sur son rail. Ses ailes fléchissent sous la charge, puis il décolle à 80 km/h. Toutes les 15 secondes, un autre drone suit virant vers le nord-est en direction de la Russie. Les opérateurs sont déjà à 2 km fonçant sur des routes forestières, phares éteints. Ils ne sont guidés que par leur vision nocturne. Derrière eux, le site de lancement vide attend l'inévitable contre-attaque russe. À travers l'Ukraine, la même course désespérée se répète dans des dizaines d'endroits. Des champs agricoles où des opérateurs lancent depuis des bunkers cachés. Des aires d'autoroute où des camions révèlent des rails dissimulés. Des toits d'usines où les équipes de maintenance sont en réalité des équipes de drones. 361 drones sont lancés dans une séquence précisément synchronisée. Mais un détail rend cette coordination remarquable. Le groupe destiné à Kirishi est en réalité lancé en dernier, bien qu'il ait la plus grande distance à parcourir. Ces drones consommeront plus de carburant en volant plus vite à 200 km/h. Pendant ce temps, les drones visant des cibles plus proches volent plus lentement à 550 km/h pour économiser le carburant. Cette planification inversée signifie que les 361 drones arriveront dans la même fenêtre de 20 minutes. Moscou, Briansk, Smolensk, Rostov, Kirishi, toutes ces cibles feront face à une attaque simultanée. Les commandants de la défense antiaérienne russe devront choisir quoi protéger. Ce qui va suivre prouvera pourquoi toute leur doctrine de défense était conçue pour échouer. Les radars russes détectent les lancements en quelques secondes. Ces radars peuvent suivre une balle de baseball à 60 km. 35 drones en ascension sont aussi visibles qu'un feu d'artifice sur leurs écrans. Les données affluent instantanément dans le réseau de défense anti-aérienne intégré de la Russie. À Moscou, des ordinateurs commencent à calculer des solutions d'interception. Dans tout l'ouest de la Russie, les pilotes de chasse courent vers leurs appareils. Mais ils sont sur le point de découvrir que toute leur doctrine de défense a une faille fatale. La Russie a construit sa défense anti-aérienne pour arrêter des bombardiers américains B-2 d'une valeur de 2 milliards de dollars. Leurs missiles S-400 coûtent 5 millions de dollars chacun. Leurs chasseurs consomment 10 000 dollars de carburant par heure. Mais ces drones FP1 ne coûtent que 50 000 dollars à construire. Le calcul économique met à mal la doctrine russe. Tirer un missile de 5 millions de dollars sur un drone de 50 000 dollars ou le laisser passer et risquer une raffinerie d'1 milliard de dollars, chaque option est une défaite. De plus, le FP1 navigue en utilisant des systèmes qui ne peuvent être leurrés. Le récepteur principal suit simultanément les satellites GPS et GLONASS. Si les satellites américains indiquent une position, mais que les satellites russes en indiquent une autre, le drone sait que l'un des deux ment. Mais l'astuce réside dans le système de secours, le suivi de contours de terrain. Le radar altimétrique du drone mesure en permanence l'élévation du sol. Il la compare à des cartes topographiques stockées en mémoire. Même si les deux systèmes satellitaires sont brouillés, le drone lit la forme de la Terre elle-même pour savoir exactement où il se trouve. Le moteur de cette arme est un 2 temps chinois que l'on peut commander en ligne pour 500 dollars. Il produit 6-5 chevaux, fonctionne à l'essence ordinaire et offre une autonomie de 1600 km. L'Ukraine n'a pas développé une technologie militaire exotique. Elle a transformé des composants disponibles dans le commerce en armes stratégiques. L'ogive cependant est de qualité militaire. 80 kg d'explosifs qui détonnent à 7900 mph, entourés de billes d'acier capables de perforer le béton à 200 mètres. À 02h15, les groupes de frappe ont fusionné en un seul essaim massif, se dirigeant vers l'est. Les écrans radars russes affichent 361 contacts convergeant vers des dizaines de cibles. La question n'est pas de savoir si la Russie les détectera, c'est déjà fait. La question est de savoir si elle peut les arrêter. À 00h45, le groupe Kirishi atteint la frontière biélorusse. L'essaim principal de 326 drones continue vers l'est en direction de Moscou et d'autres cibles. C'est le moment critique. 35 drones virent au nord, se faufilant entre les défenses biélorusses et les intercepteurs russes. S'ils sont détectés maintenant isolés de l'essaim principal, ils seront une proie facile. Le groupe se divise immédiatement dans ce que l'Ukraine appelle une formation en échelle. Les leurs Mugin 5 montent à 3000 mètres. Ils émettent délibérément sur des fréquences de contrôle de drones connues.
Ils veulent être vus, suivis et engagés. Ces drones commerciaux modifiés transportent même des réflecteurs radar, des cubes en aluminium qui les font paraître énormes sur les écrans. À 30 000 $ pièce, leur travail est de se sacrifier pour sauver la mission. Les UJ-22 se stabilisent à 1500 mètres, formant l'échelon intermédiaire. Certains transportent de vraies ogives, d'autres juste du lest, pour simuler les caractéristiques de vol. Leur rôle, servir de cible aux missiles des systèmes Buk et Thor, forçant les Russes à épuiser leurs munitions. Les drones d'attaque FP1 plongent à 50 mètres. Ils disparaissent dans ce que les opérateurs radars appellent le fouillis de sol. À cette altitude, les faisceaux radars rebondissent sur tout arbre, bâtiment, véhicule. Cela crée un bruit électronique qui masque les petites cibles. De plus, la courbure de la Terre aide. Le radar se déplace en ligne droite, mais la planète s'incurve. À 50 mètres d'altitude, un drone disparaît des radars au sol au-delà de 30 km. La physique elle-même les protège. Voici pourquoi cette formation est ingénieuse. Chaque palier d'altitude neutralise une couche de défense russe différente. Les Mugin 5 à haute altitude déclenchent les S-400 et S-300, des systèmes stratégiques conçus pour les bombardiers. Les UJ-22 à moyenne altitude attirent les tirs des systèmes tactiques. Les FP1 à basse altitude se glissent dans l'intervalle entre ces couches. L'espacement vertical empêche un seul missile d'engager plusieurs drones. Un missile montant à 3000 mètres ne peut pas atteindre simultanément une cible à 50 mètres. Des intercepteurs MiG-31 biélorusses décollent de la base aérienne de Baranovichi. Leurs radars Zaslon M sont parmi les plus puissants jamais installés sur des chasseurs. Ils sont conçus pour suivre des bombardiers B-52 à 300 km. Mais cette puissance devient une faiblesse. Le radar utilise des faisceaux étroits optimisés pour la recherche à haute altitude. Essayer de trouver de minuscules drones au ras des arbres avec un MiG-31, c'est comme utiliser une lunette de précision pour chasser des moustiques. Les pilotes verrouillent immédiatement les Mugin 5 en altitude. Mais la doctrine exige une identification visuelle avant d'engager. Le temps qu'ils confirment l'intention hostile, le véritable groupe de frappe a créé un écart de 40 km. Les leurs fonctionnent parfaitement. Ils attirent les intercepteurs vers le haut, tandis que les attaquants se faufilent en bas. Mais les drones viennent d'entrer dans le réseau de défense anti-aérienne le plus dense du monde. Devant eux, attend la batterie S-300 près de Tikhvin. Les Ukrainiens savent ce que les Russes ignorent. Ce radar réputé imparable a exactement une faiblesse. À 04 heures, le groupe approche de Tikhvin à 200 km de Kirishi. Le radar 9 S-19M2 du S-300 commence à les suivre. Ce radar semble imbattable. Il change de fréquence 100 fois par seconde. Vous ne pouvez pas le brouiller. Le temps de réagir, il a déjà changé de fréquence. Mais l'Ukraine a découvert sa faille fatale lors de frappes précédentes. Toutes les 10 secondes, le système doit recalibrer sa séquence de saut de fréquence. Pendant exactement 500 millisecondes, il cesse d'émettre. Une demi-seconde d'aveuglement toutes les 10 secondes. Si vous savez quand cela se produit, vous pouvez disparaître. Un Mugin 5 monte à 5000 mètres, déclenchant délibérément le radar. Le S-300 engage immédiatement. Un missile 9 MK-32M de 3 millions de dollars contre un drone de 50 000 $. Mais dans les 2 secondes avant l'impact, le drone condamné transmet le schéma de synchronisation du radar à l'essaim. Sa destruction fournit les données dont ils ont désespérément besoin. 27 secondes plus tard, lorsque le radar entre dans sa fenêtre de réinitialisation, les drones restants plongent à 10 mètres d'altitude. Pendant une demi-seconde, ils sont invisibles. Lorsque le radar reprend son balayage, ils ont disparu dans le fouillis de sol. Les opérateurs voient des échos fantômes, peut-être des oiseaux. Sans piste solide, ils ne peuvent pas engager. L'essaim s'est glissé à travers. Mais ils viennent d'entrer dans la zone de guerre électronique russe où le GPS lui-même va les trahir. Le système Pôle 21 s'active. Il enregistre les vrais signaux GPS et les rediffuse avec des retards. Les récepteurs des drones leur montrent qu'ils survolent des champs vides alors qu'ils sont au-dessus de villes. 5 minutes de données de position toutes fausses. Mais le système de navigation de secours prend le relais. Cap magnétique combiné au comptage des traversées de lignes à haute tension. Chaque ligne de transmission majeure entre la frontière et Kirishi est un point de repère. 7 lignes au total suivant le couloir énergétique Moscou-Saint-Pétersbourg. Les drones naviguent littéralement en comptant des infrastructures qui ne peuvent ni bouger ni être usurpées. 2 drones survolent un gisement de minerai de fer qui dévie leur compas de 30 degrés.
3 autres suivent les mauvaises lignes électriques vers la Finlande. Mais le décompte des lignes électriques du drone de tête correspond aux attentes. Il est sur la bonne voie pour Kirishi. Le groupe maintenant réduit à 24 drones continue à travers un épais brouillard matinal. À l'horizon, la lueur de la raffinerie. À 06h, les lumières de Kirishi deviennent visibles. Une ville industrielle brillante qui ne dort jamais. 4 batteries Pantsir la protègent positionnées pour une couverture croisée. Les 20 UJ-22 restants se divisent en 5 groupes de 4. Chaque groupe vise un Pantsir différent. Les opérateurs devant leurs écrans radars font face à un choix impossible. Leurs systèmes peuvent suivre les 20 drones, mais chaque batterie ne peut en engager que 4. Ces 4 missiles mettront 15 secondes pour atteindre leur cible. Pendant ces 15 secondes, ils ne peuvent rien engager d'autre sans abandonner les missiles déjà en vol. L'Ukraine a transformé la précision du Pantsir en faiblesse. 6 missiles sont lancés simultanément. Leurs moteurs fusées illuminent le ciel d'avant l'aube comme un lever de soleil artificiel. Les UJ-22 entament des manœuvres évasives. Mais face à des missiles encaissant des virages de 30 grammes, les lois de la physique favorisent les intercepteurs. 12 UJ-22 sont abattus dans des boules de feu spectaculaires. Leur sacrifice achète de précieuses secondes. Car pendant que ces missiles parcourent leur trajet de 15 secondes, les FP1 d'attaque se précipitent dans la brèche. Au moment où les missiles impactent les attaquants, sont déjà à portée minimale. Les Pantsir ont besoin de 45 secondes pour recharger. Les FP1 n'ont besoin que de 30 secondes pour atteindre la portée des canons. Le calcul favorise les attaquants. Les Pantsir basculent sur leurs canons jumelés de 30 mm. Ils tirent des munitions qui créent des nuages de projectiles en tungstène sur les trajectoires de vol prévues. Mais l'Ukraine a programmé des changements d'altitude aléatoires toutes les 2 secondes. Pleine 10 mètres, 5+3, 8. Aucun schéma que l'ordinateur ne peut apprendre. La visée prédictive tire là où les drones devraient être, pas là où ils sont. 3 FP1 volent dans des nuages de tungstène et se désintègrent. Un autre est touché la moitié de son aile arrachée, mais il continue de voler. 6 FP1 franchissent l'enveloppe des canons à 500 mètres de la raffinerie. Les Pantsir ne peuvent pas abaisser davantage leurs canons sans toucher leur propre position. Ils ont percé la défense principale. Mais les Russes disposent d'un tout nouveau système d'armes. 3 survivants franchissent le périmètre de la raffinerie à 06h18. Ils viennent d'entrer dans la zone d'engagement du Derivatsiya PVO, le plus récent système d'armes de défense rapproché de la Russie. Son canon automatique de 57 mm suit déjà les drones entrants. Ce n'est pas un simple canon anti-aérien. Il est spécifiquement conçu pour arrêter des essaims de drones comme celui-ci. Le PVO tire des obus avec des fusées programmables. Un télémètre laser mesure la distance exacte de chaque cible puis programme chaque obus au moment où il quitte le canon. L'obus détonne à la distance calculée devant la cible, créant une sphère de billes de tungstène. L'ordinateur du système calcule déjà une solution de tir en mode barrage. Il créera des sphères de tungstène qui se chevauchent à différentes distances. Une grille tridimensionnelle que rien ne peut traverser. Le canon commence à s'élever, visant le drone de tête à 200 mètres d'altitude. Mais les concepteurs du PVO ont intégré un protocole de sécurité fatal. En dessous de 100 mètres d'altitude, les sphères de tungstène pourraient frapper la raffinerie. Le système conçu pour protéger l'installation pourrait déclencher le désastre qu'il est censé empêcher. Le verrou de sécurité est codé en dur dans l'ordinateur. Aucune commande manuelle possible. Le PVO ouvre le feu à 06h18. Le premier obus détonne à 200 mètres du drone de tête, trop loin. Le deuxième obus explose à 180 mètres. L'ordinateur ajuste son tir. Le troisième sera parfait. Le FP1 de tête tente de plonger, mais ses commandes endommagées répondent lentement. Le troisième obus détonne à 8 mètres. Le drone est instantanément déchiqueté. Le deuxième drone atteint 120 mètres d'altitude. Le canon du PVO le suit parfaitement. À 110 mètres, il tire encore. À 105 mètres, un dernier obus. À 100 mètres exactement, le système s'arrête. Le canon se fige. Le dernier obus détonne sans danger au-dessus du drone en piqué. Le système les voit, les suit, mais il ne tirera pas. L'ordinateur a décidé que protéger la raffinerie des tirs amis l'emportait sur l'arrêt de 2 drones. Une décision aux conséquences fatales. À 06h19, le premier FP1 frappe la jonction CDU-100 exactement là où les renseignements l'indiquaient. Une surpression de 100 PSI est créée. Les supports corrodés cèdent instantanément. Du pétrole brut à 380 degrés et 30 atmosphères jaillit. Le liquide surchauffé se vaporise au contact de l'air.
Une explosion air carburant se propage dans tout le complexe. 10 secondes plus tard, le deuxième drone frappe le joint dégradé du réservoir 47. Les vapeurs accumulées s'enflamment instantanément. Le toit flottant devient un projectile de 50 tonnes projeté à 200 mètres. 80 000 barils de pétrole sont maintenant à l'air libre, alimentant un brasier qui grandit de manière exponentielle. La défaillance du CDU-100 se propage en cascade. La colonne de fractionnement subit une chute de pression catastrophique. Un bleuet, une explosion de vapeur en expansion d'un liquide en ébullition se produit. La colonne de 40 mètres de haut se fend. La section supérieure vole sur 800 mètres comme un missile géant. Des explosions secondaires déchirent le site. Les systèmes d'urgence tentent d'isoler des sections, mais les dégâts sont trop étendus. La raffinerie de Kirishi, 6,4% de la capacité russe, est en train de s'autodétruire. L'imagerie satellite confirmera ce que la Russie a nié pendant des jours. Le CDU-100 est détruit. Le craqueur catalytique est détruit. 6 mois minimum avant une reprise partielle des opérations. La pleine capacité pourrait ne jamais revenir. La Russie a revendiqué l'interception complète de tous les drones. L'incendie visible depuis l'espace a raconté la vérité.